Que faut-il faire par Hans Hermann Hoppe. Traduction par Stéphane Gerès et Davy Merlich. Titre original What Must Be Done, publié en 2009 sur le site du Mises Institute. Que faut-il faire? Un titre légèrement plus approprié serait Société, État et liberté, la stratégie austro-libertarienne de révolution sociale. Je souhaite donc élever un peu le propos suite à toutes ces discussions modérées que vous avez déjà entendues précédemment. Je voudrais clôturer par quelques conseils stratégiques assez concrets. Mais pour les aborder, je dois d'abord diagnostiquer quel est le problème, sinon le remède pourrait être pire que la maladie. Et ce diagnostic passe par une sorte de reconstruction méthodique ou une explication théorique de l'histoire humaine. Société et coopération. Permettez-moi de débuter par quelques mots sur la société. Pourquoi la société existe-t-elle? Pourquoi les gens coopèrent-ils? Pourquoi y a-t-il coopération pacifique plutôt que guerre permanente entre les hommes? Les Autrichiens, note du traducteur, en référence aux économistes de l'école dite autrichienne d'économie, pas aux citoyens d'Autriche, et plus particulièrement les Misesiens, note du traducteur, les partisans ou élèves de Ludwig von Mises, soulignent le fait qu'il n'est pas nécessaire de supposer des choses telles que la sympathie ou l'amour du prochain pour expliquer cela. L'intérêt personnel, c'est-à-dire préférer plus à moins, suffit pleinement à expliquer ce phénomène de coopération. Les hommes coopèrent parce qu'ils ont la capacité de se rendre compte que la production par la division du travail est plus productive que l'isolation en autosuffisance. Imaginez un seul instant que nous renoncions à la division du travail, et vous verrez aussitôt que nous serions désespérément pauvres et que la plupart de l'humanité mourrait sur le champ. Notez une chose importante ici, et j'y reviendrai. Ce que cette explication sous-entend, elle ne sous-entend pas. Évidemment, elle ne sous-entend pas qu'il y aurait la paix éternelle entre les hommes, et ce sans aucune exception ni perturbation. Il y a toujours des voleurs et des meurtriers, et chaque société doit y faire face d'une manière ou d'une autre. Ce que cela implique cependant, c'est que le récit hobbésien de l'avènement de la coopération pacifique est fondamentalement un errement. Thomas Hobbes supposait que les gens se sauteraient à la gorge en permanence en l'absence de quelques tierces parties indépendantes. L'État, bien évidemment, pour faire la paix entre eux. De fait, vous remarquerez immédiatement la curiosité de cette élaboration. Les gens sont supposés être de méchants loups, mais peuvent être changés en moutons si un tiers loup venait à les diriger. Si cette tierce partie est aussi un loup, comme il est évident, alors même s'il peut établir la paix entre deux individus, cela implique évidemment qu'il y aurait une guerre permanente entre le loup dirigeant et les deux loups qui désormais coopèrent ensemble pacifiquement. Ce que cela implique est une chose d'une importance capitale. Il ne doit y avoir aucun État, ou il ne doit y avoir aucun tiers indépendant pour qu'il y ait coopération entre deux individus. Ce qu'on peut reconnaître immédiatement par exemple en observant juste la scène internationale. Il n'existe aucun gouvernement mondial, du moins pas encore, et pourtant des gens de pays différents continuent de coopérer pacifiquement entre eux. Ou bien, même dans le chaos social le plus total, la coopération réémerge toujours. Cela revient simplement à dire que la coopération pacifique entre les hommes est un phénomène parfaitement naturel et qui constamment réapparaît. Et de cette coopération, il émerge tout aussi naturellement, tout aussi motivé par l'intérêt personnel, la formation de capital, la monnaie, le moyen d'échange, puis la division du travail s'étend in fine à la planète entière, et de même la monnaie marchandise, devient aussi une monnaie utilisée autour du monde. Les niveaux de vie matériels augmentent pour tous. Et à partir de niveaux de vie matériels supérieurs, une superstructure de biens immatériels toujours plus élaborée, c'est-à-dire la civilisation, peut se développer et se maintenir. Science, art, littérature, et ainsi de suite. Protection et État. Pourtant, quelque chose peut et s'est clairement produit qui perturbe, fausse ou même dévie ce développement normal issu des intérêts personnels. Il s'agit bien entendu de l'État, que je définirai dans un premier temps de manière assez abstraite, comme un monopole territorial de la protection à financement obligatoire, c'est-à-dire un monopole de la défense, ainsi que de la disposition et de l'application de la loi et de l'ordre. Dès lors, comment un État naît-il? Bien qu'il y ait généralement confusion, je pense de façon intentionnelle, il convient de préciser dès le départ que loi et ordre, ou protection de la propriété, loi de l'État, ordre étatique et protection de l'État ne sont pas une seule et même chose.
ce ne sont pas des choses identiques. Tout comme la propriété et la coopération sociale fondées sur la division du travail sont naturelles, le désir humain de protéger ses biens contre les catastrophes naturelles et sociales, telles que la criminalité, est un désir tout à fait naturel. Et pour satisfaire ce désir, il y a d'abord et avant tout l'autoprotection, précaution, assurance, individuelle ou coopérative, vigilance, autodéfense et sanction. Et ne laissons absolument aucun doute quant à l'efficacité d'un système de protection basé sur la volonté des gens de se défendre. C'est ainsi que loi et ordre furent assurés pendant l'essentiel du temps pour l'essentiel de l'humanité. Dans chaque village, même à ce jour, loi et ordre sont essentiellement assurés de la sorte. L'Ouest sauvage, qui n'était pas exactement sauvage, comparé à la situation actuelle, assurait loi et ordre de cette manière, par des gens prêts à se défendre par eux-mêmes. De plus, la division du travail affectera alors naturellement la production de services de sécurité et de protection. Plus hauts iront les niveaux de vie, plus les gens voudront, outre l'adoption de mesures d'autodéfense, participer aussi aux avantages de la division du travail et demander la protection d'un protecteur spécialisé, de fournisseurs de droits, du maintien de l'ordre, de justice et de protection. Et naturellement, chaque personne cherchera à confier cette tâche précise à des personnes ou institutions qui elles-mêmes ont quelque chose à protéger et qui ont ainsi les moyens d'assurer une protection efficace et qui ont une réputation de juges justes et impartiaux. Dans toute société un tant soit peu complexe, il apparaîtra rapidement des individus particuliers qui, du fait d'une propriété à défendre, disposant d'une bonne réputation et ainsi de suite, assureront le rôle de juge, pacificateur et protecteur. Et une fois encore, chaque moindre village à ce jour, chaque petite communauté, et même l'Ouest sauvage, illustrent la vérité de cette conclusion. La protection est aussi possible sans un État. Cela devrait être absolument évident. Mais à une époque d'obscurcissement et de confusion étatique, il est de plus en plus nécessaire de souligner cette vision élémentaire et, comme nous le verrons, pourtant très dangereuse. L'étape décisive détournant le cours naturel de l'histoire humaine, le péché originel de l'humanité, pour ainsi dire, arrive avec la monopolisation de la fourniture de protection, défense, sécurité et ordre. La monopolisation de ces tâches par un seul de ces protecteurs, initialement nombreux, à l'exclusion de tous les autres. Un monopole de protection existe dès lors qu'un seul organisme ou une seule personne peut avec succès exiger que toute personne sur un territoire donné soit obligée de venir exclusivement à lui pour justice et protection. C'est-à-dire que personne ne peut s'appuyer exclusivement ou partiellement sur l'autodéfense, ni servir de protection à quelqu'un d'autre. Une fois ce monopole atteint, le financement de ce protecteur n'est alors plus entièrement volontaire, mais devient en partie obligatoire. Et, comme la théorie économique autrichienne standard le prédit, dès qu'il n'y a plus d'entrée libre sur le marché de la protection de la propriété, ni sur aucun autre marché de ce type, le prix de la protection augmentera, alors que la qualité de la protection chutera. Le monopoleur deviendra de moins en moins un protecteur de notre propriété, et de plus en plus un racketteur de protection, voire un exploiteur méthodique des propriétaires. Il deviendra un agresseur et un destructeur envers les personnes et leurs biens, qu'il était initialement censé protéger. Cela dit, ce qui est facilement décrit en termes abstraits, le monopole, est en pratique une tâche longue et laborieuse. Comment quelqu'un peut-il s'en tirer en éloignant tous les autres protecteurs de la concurrence? Et pourquoi les gens, et en particulier les autres artisans de la paix et juges potentiels et exclus, permettrait-il qu'une telle chose se produise, c'est-à-dire qu'un seul individu monopolise ce service? Certes, la réponse détaillant la naissance de l'État est très complexe dans ses détails, mais sa structure générale reste très facile à reconnaître. Premièrement, chaque État, c'est-à-dire toute agence de protection monopolistique, doit commencer ou ne peut apparaître qu'à un niveau territorial extrêmement restreint, tel un village. Il est pratiquement inconcevable qu'un État mondial ou un monopole de protection englobant toute la population mondiale puisse émerger de nulle part. Le second point qu'il nous faut noter est que ne devient pas un monopole de protection locale juste qui veut. Plutôt, les monopoleurs de protection locaux sont au début membres de l'élite sociale naturelle, c'est-à-dire qu'ils sont initialement des membres accomplis et reconnus de la société. Ils étaient aussi, avant d'avoir atteint la position de monopoleur, préalablement choisis volontairement comme protecteurs. Ce n'est qu'une fois des élites établies et reconnues, dont l'autorité est par nature volontaire, qu'ils peuvent franchir ce pas décisif vers la monopolisation et aller au-delà. En d'autres termes, chaque administration ou État local initial naît sous la forme de seigneurie personnelle ou privée, ou de régime princier. Personne ne configurait
Personne ne confierait à un parfait inconnu le maintien de la loi, de l'ordre et de la justice, et en particulier si cette personne ou cet organisme avait le monopole de cette tâche précise. Au contraire, les gens chercheraient évidemment la protection auprès d'une personne connue et réputée pour être instruite, et seule une personne telle qu'un noble ou un aristocrate peut éventuellement atteindre initialement une position de monopole. D'ailleurs, historiquement, si l'on observe l'histoire moderne ou ancienne, partout les États sont essentiellement d'abord des États princiers, et seulement plus tard deviennent-ils des États démocratiques. Et même s'il est vrai que les États doivent commencer juste localement et généralement comme États princiers, il a pourtant fallu des centaines d'années avant qu'une entité ressemblant à l'État moderne vienne à exister. L'impossibilité d'un État limité. Ensuite, une fois que le monopole de protection est en place, toute une logique se déroule. Chaque monopoleur profite de sa position. Le prix de protection augmentera, et plus important encore, le contenu du droit, c'est-à-dire la qualité du produit, sera modifié au profit du monopoleur et au détriment des autres. La justice sera pervertie, et le protecteur deviendra de plus en plus un exploiteur et un expropriateur. Plus spécifiquement, suite à la monopolisation territoriale de la protection, deux tendances émergeront. Premièrement, une tendance à l'extensification de l'exploitation et, deuxièmement, une tendance à l'intensification de l'exploitation. À l'origine des institutions locales, les États ont une tendance inhérente, motivée par l'intérêt personnel, à vouloir davantage de revenus que moins, en vue d'une expansion territoriale. Plus l'État aura de sujets à protéger, ou plutôt à exploiter, mieux ce sera pour lui. La concurrence entre États, c'est-à-dire les monopoles territoriaux, est une concurrence éliminatoire. Soit je suis le monopoleur qui dépouille les gens, soit vous l'êtes. De plus, en de nombreux États, les gens peuvent facilement se déplacer à pied. Cependant, du point de vue de l'État, une perte de population est un problème gênant. Par conséquent, les États entrent presque automatiquement en conflit les uns envers les autres, et un moyen de résoudre ce conflit d'un point de vue étatiste est l'expansion territoriale, soit par la guerre ou mariage croisé, soit parfois par achat pur et simple. En fin de compte, cette tendance ne cesserait qu'avec la seule mise en place d'un État unique mondial. L'autre tendance est l'intensification de l'exploitation. L'extensification de l'exploitation, dépouiller les gens, par le monopole d'État implique une intensification en soi, car plus le nombre d'États en concurrence est petit, c'est-à-dire plus les territoires des États grandissent, moins il est possible de voter avec les pieds. Et selon le scénario d'un État mondial, où qu'on se rende, la structure fiscale et réglementaire est la même. Cela signifie que la menace d'immigration ainsi disparue, l'exploitation monopolistique augmentera naturellement, autrement dit, le prix de la protection augmentera et la qualité diminuera. Monarchie contre démocratie. Cependant, même à part cela, dès qu'un monopoleur de protection existe, pour toute taille de territoire, le monopoleur tentera d'intensifier son exploitation et d'augmenter son revenu et sa richesse aux dépens des sujets protégés dans toute la mesure du possible. Aussi longtemps que le monopole est détenu par une seule personne, comme un prince ou un roi, et tout spécialement si c'est un monopole héréditaire, il est alors dans l'intérêt du monopoleur, parce qu'il possède le monopole et la valeur du capital, de préserver la valeur de sa propriété. Il exploitera peu aujourd'hui pour exploiter davantage demain. La résistance populaire contre l'expansion du pouvoir de l'État sera très forte s'il n'y a qu'un seul responsable, car l'appareil d'État n'est manifestement pas d'entrée libre, et les avantages du monopole reviennent à un seul homme et sa famille élargie, c'est-à-dire la noblesse héréditaire. Par suite, le ressentiment et la vigilance du public s'intensifient, et les tentatives d'accroître l'exploitation font face à des limites rapides et marquées. Les gens haïssaient le roi parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'il était le dirigeant et qu'il nous dirigeait. Comme on pouvait s'y attendre, une forte poussée du désir de l'État d'intensifier son exploitation n'a pu se produire qu'en conjonction avec la réforme de l'État, étalée sur des siècles, d'un État princier à un État démocratique. Dans la démocratie majoritaire moderne, c'est-à-dire le type d'État qui s'est pleinement épanoui après la Première Guerre mondiale à l'échelle mondiale, le monopole et l'exploitation ne disparaissent pas. La démocratie majoritaire n'est pas un système d'autonomie ou d'autodéfense. État et peuple ne sont pas une seule et même chose. Par la substitution d'un parlement et de présidents élus à un prince ou à un roi non élu, la protection reste aussi monopolistique qu'elle l'était auparavant. Il ne se passe que ceci. Le monopole de la protection territoriale devient désormais une propriété publique plutôt que privée.
Au lieu d'un prince qui considère le territoire comme sa propriété privée, un gardien temporaire et interchangeable est chargé du racket de la protection. Le gardien ne possède pas le racket de protection. Il est plutôt simplement autorisé à utiliser les ressources actuelles à son avantage. Il possède l'usufruit, mais il ne possède pas le capital. Cela n'élimine pas l'intérêt personnel, tendant vers une exploitation accrue. Au contraire, cela ne fait que rendre l'exploitation moins rationnelle et moins réfléchie, à plus courte vue et plus gaspilleuse. De plus, l'accès à un gouvernement démocratique étant ouvert, quiconque peut devenir président, la résistance contre les invasions de propriété par l'État s'en trouve réduite. Cela mène au même résultat. Dans des conditions démocratiques, les pires personnes atteindront le sommet de l'État par la concurrence libre. La concurrence n'est pas toujours bonne. La concurrence pour devenir le plus cruel des agresseurs contre les propriétés privées n'est pas chose à saluer. Et c'est précisément à quoi la démocratie revient. Les princes et les rois étaient des dirigeants plutôt dilettantes et avaient généralement une bonne dose d'instruction digne d'élites naturelles, et un système de valeurs les faisant agir assez souvent comme un simple bon père de famille le ferait. Les politiciens démocratiques, par contre, sont et doivent être des démagogues professionnels, devant être constamment attrayants même aux plus sordides, et ce sont typiquement des instincts égalitaires, car chaque vote est évidemment aussi bon qu'un autre. Et parce que les politiciens élus publiquement ne sont jamais tenus personnellement responsables des services publics officiels, ils sont bien plus dangereux, du point de vue de ceux voulant que leur propriété soit protégée et souhaitant de la sécurité, qu'aucun roi ne l'a jamais été. Si on combine ces deux tendances que j'ai mentionnées inhérentes à un État, l'intensification, exploiter la population locale, et l'extensification, on obtient alors une démocratie mondiale, avec une monnaie papier mondiale émise par une banque centrale mondiale. Situation actuelle. À présent, permettez-moi simplement de faire le point. Nous voici à la fin du XXe siècle, plus proche que jamais de l'avènement d'un État mondial, ou du moins le plus proche que jamais auparavant dans l'histoire. Les États-Unis sont la seule superpuissance et le superpolicier mondial. En parallèle, la démocratie est devenue pratiquement universelle. Et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis, est le premier champion mondial de la démocratie. Certains néoconservateurs, tels que Francis Fukuyama, ont souligné que cela devait marquer la fin de l'histoire. Une démocratie mondiale, nous l'avons presque atteinte. Mais d'un point de vue austro-libertarien, les choses sont quelque peu différentes. Dans une démocratie hautement centralisée, que j'appellerais plutôt un ordre de masse hautement centralisé, la sécurité de la propriété privée a pratiquement disparu. Le prix de protection est énorme et la qualité de la justice rendue a dégringolé constamment. Cela s'est détérioré à un point tel que l'idée de loi de justice immuable, de loi naturelle, a pratiquement disparu de la conscience publique. La loi n'est considérée que comme la loi faite par l'État, le droit positif. Loi et justice sont ce que l'État dicte qu'elles sont. La propriété privée existe toujours en façade, mais en pratique, les propriétaires privés ont été presque totalement expropriés. Plutôt que de protéger les peuples des envahisseurs et des invasions de personnes et de propriétés, l'État a progressivement désarmé son propre peuple et l'a dévêtu de son droit le plus élémentaire à l'autodéfense. De plus, les propriétaires ne sont plus libres d'inclure ou d'exclure d'autres personnes de leur propriété comme bon leur semble. Le droit d'inclure ou exclure qui l'on veut est un élément essentiel de la propriété privée. Et cela comporte un mécanisme de défense. C'est une méthode anti-invasion de pouvoir expulser des personnes de votre propriété. Mais ce droit d'expulser des personnes de votre propriété, en particulier votre propriété commerciale, vous a été entièrement retiré. Et ce droit a disparu, et personne ne peut aujourd'hui engager ou limoger, acheter ou vendre, inclure ou exclure de sa propriété à volonté. Et tout cela, de même, a également disparu un autre moyen de se défendre contre l'invasion. L'État, supposé nous protéger, nous a rendus en réalité totalement impuissants. Il vole ses sujets de plus de la moitié de leurs revenus, pour les répartir selon les sentiments du public, plutôt que selon les principes de la justice. Il soumet notre propriété à des milliers de réglementations arbitraires et envahissantes. On ne peut plus librement engager et licencier qui l'on veut, quelle que soit la raison qu'on juge bonne et nécessaire. On ne peut acheter ni vendre ce qu'on veut, à qui l'on veut et où l'on veut. On ne peut pas fixer les prix librement comme on souhaite. On ne peut pas s'associer et se dissocier, se séparer de qui on veut ou de qui on ne veut pas.
Au lieu de nous protéger, donc, l'État nous a livrés, ainsi que nos biens, à la foule et à ses instincts primaires. Au lieu de nous protéger, il nous appauvrit. Il détruit nos familles, nos organisations locales, nos fondations privées, nos clubs et nos associations, en les y tirant tous toujours plus dans sa propre orbite. Et en conséquence de tout cela, l'État a perverti le sens public de la justice et de la responsabilité personnelle et a engendré et attiré un nombre croissant de monstres et de monstruosités morales et économiques. Stratégie. Stopper la maladie étatiste. Comment stopper l'État et la maladie des étatistes? J'en viens maintenant à mes considérations stratégiques. Tout d'abord, il faut reconnaître 3 idées fondamentales aux principes directeurs. 1. Que la protection de la propriété privée et de la loi, la justice et le respect de la loi sont essentiels à toute société humaine. Il n'y a cependant pas la moindre raison que cette tâche soit prise en charge par un unique organisme, par un monopole. De fait, dès lors qu'un monopole assure cette tâche, il détruira nécessairement la justice et nous laissera sans défense contre les agresseurs et envahisseurs nationaux comme internationaux. L'objectif ultime qu'il faut donc garder à l'esprit est la démonopolisation de la protection et de la justice. Protection, sécurité, défense, loi, ordre et arbitrage, lors de conflits, peuvent et doivent être fournis de manière concurrentielle, c'est-à-dire que l'accès au domaine de la magistrature doit être libre. Ensuite, parce qu'un monopole de la protection est la racine de tous les maux, toute expansion territoriale d'un tel monopole est aussi un mal en soi. Toute centralisation politique doit être rejetée pour raison de principe. Ensuite, toute tentative de décentralisation politique, ségrégation, séparation, sécession et ainsi de suite doit être encouragée. Troisième idée, un monopole démocratique de protection en particulier doit être dénoncé comme perversité morale et économique. La règle de la majorité et la propriété privée sont incompatibles. L'idée d'une démocratie doit être ridiculisée. Ce n'est rien d'autre que la loi de la foule endimanchée en justice. Se faire qualifier de démocrate doit être vu comme le pire des compliments possibles. Cela ne signifie pas qu'il ne soit possible de prendre part à des politiques démocratiques. Je reviendrai un peu plus tard. Il ne faut cependant utiliser des moyens démocratiques qu'à des fins défensives. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un programme antidémocratique pour être élu par une instance antidémocratique pour mettre en œuvre des politiques antidémocratiques, c'est-à-dire anti-égalitaires et pro-propriété privée. Ou pour le dire autrement, une personne n'est pas honorable parce qu'elle est élue démocratiquement. Pour tout dire, cela fait d'elle un suspect. Bien qu'une personne ait été élue démocratiquement, elle peut néanmoins être un individu décent et honorable. Cela s'est déjà produit auparavant. De ces principes, nous en venons à présent au problème de leur application. Bien que les idées de base, c'est-à-dire la protection monopolisée, un État, deviendra inévitablement un agresseur et mènera à la défense sans défense, la centralisation politique et la démocratie sont des moyens d'extensification et d'intensification de l'exploitation et de l'agression. Si ces principes de base nous donnent une direction générale de l'objectif, ils ne sont évidemment pas encore suffisants pour définir nos actions et nous dire comment y parvenir. Comment réaliser l'objectif de démonopolisation de la protection et la justice dans les circonstances actuelles de démocratie centralisée, presque mondiale, et le point de départ, du moins temporaire, d'où nous devons partir? Permettez-moi d'essayer d'apporter une réponse à cette question en précisant d'abord en quoi le problème, ainsi que sa solution, ont changé au cours des 150 dernières années, c'est-à-dire depuis le milieu du XIXe siècle. Réforme descendante. Convertir le roi. Jusqu'en 1914, le problème était comparativement modeste et la solution possible était alors relativement aisée. Mais aujourd'hui, comme on le verra, les choses sont plus difficiles et la solution bien plus compliquée. Au milieu du XIXe siècle, en Europe comme aux États-Unis, le degré de centralisation politique n'était pas seulement bien moins prononcé qu'aujourd'hui. La guerre d'indépendance du Sud, aux États-Unis fin 1865, n'avait pas encore eu lieu, et ni l'Allemagne ni l'Italie existaient comme États unifiés. Mais en particulier, l'ère de la démocratie de masse n'en était qu'à ses débuts à l'époque. En Europe, après la défaite de Napoléon, les pays étaient encore dirigés par des rois et des princes, et les élections et les parlements jouaient des rôles mineurs, et se limitaient en outre à un nombre extrêmement réduit de grands propriétaires. Aux États-Unis, de même, les institutions étaient dirigées par des élites aristocratiques réduites, et le vote était limité du fait de sévères critères de propriété. Après tout, seules les personnes ayant quelque chose à protéger avaient lieu de diriger les agences assurant la protection. Il y a 100, voire 150 ans, seule la chose suivante était finalement nécessaire pour résoudre le problème.
Il aurait suffi de contraindre le roi à déclarer que désormais chaque citoyen serait libre de choisir son propre protecteur et de prêter allégeance au gouvernement quelconque qu'il souhaiterait. C'est-à-dire que le roi ne se présenterait plus comme le protecteur de chacun, à moins que cette personne lui en ait fait la demande, et que le prix corresponde à ce que le roi demanderait pour un tel service. Dès lors, que se serait-il passé dans ce cas? Que serait-il arrivé, disons, si l'empereur autrichien avait fait une telle déclaration en 1900? Permettez-moi de vous donner un bref aperçu ou un scénario de ce qui, selon moi, se serait probablement produit dans cette situation. Tout d'abord, chacun, par ses déclarations, aurait retrouvé son droit illimité à l'autodéfense et aurait été libre de décider s'il souhaitait ou non une protection plus grande ou meilleure que celle permise par l'autodéfense, et le cas échéant, où et grâce à qui assurer cette protection. La plupart des personnes dans cette situation auraient sans doute choisi de tirer parti de la division du travail et de compter, outre l'autodéfense, sur des protecteurs spécialisés. Ensuite, à la recherche de protecteurs, presque tout le monde se tournerait vers des personnes ou agences possédant ou en mesure d'acquérir les moyens d'assurer les tâches de protection, c'est-à-dire qui ont elles-mêmes un intérêt direct à protéger le territoire du fait de biens immobiliers conséquents et qui possèdent une réputation établie comme fiable, prudente, honorable et juste. Il est raisonnable de dire que personne n'aurait envisagé un Parlement élu pour être à hauteur de cette tâche. Au contraire, presque tout le monde aurait cherché de l'aide auprès d'une ou plusieurs des trois entités suivantes. Soit le roi lui-même, désormais plus un monopoleur, soit un noble, un magnat ou un aristocrate régional ou local, soit une compagnie d'assurance en activité régionale, nationale, voire internationale. Clairement, le roi lui-même remplirait ces critères que je viens d'évoquer, et de nombreuses personnes l'auraient volontairement choisi comme protecteur. Et pourtant, beaucoup de personnes se seraient aussi séparées du roi. Parmi celles-ci, une grande partie se serait probablement tournée vers divers nobles ou magnats régionaux, ceux-ci formant une noblesse naturelle plutôt qu'héréditaire. Et à l'échelle territoriale plus réduite, ces nobles locaux pourraient offrir les mêmes avantages comme protecteurs que le roi lui-même aurait pu offrir. Et ce passage à des protecteurs régionaux entraînerait une décentralisation significative de l'organisation et de la structure du métier de la sécurité. Et cette décentralisation ne ferait que refléter et être en accord avec les besoins de protection privée ou subjective. C'est-à-dire la tendance à la centralisation évoquée précédemment a également conduit à une centralisation excessive du métier de protection. Enfin, presque tous les autres, surtout dans les villes, se seraient tournés vers la protection de compagnies d'assurance commerciale, telles les assureurs incendie. L'assurance et la protection de propriété privée sont évidemment des domaines très étroitement liés. Une meilleure protection mène à une réduction des primes d'assurance. Et avec des assureurs sur le marché de la protection, très vite des contrats de protection plutôt que des promesses non spécifiées seraient devenus la forme de produit standard que la protection aurait prise. En outre, en raison de la nature de l'assurance, la concurrence et la coopération entre divers assureurs de protection favoriseraient l'élaboration de pratiques universelles en matière de procédures, de preuves, de résolution de conflits et d'arbitrage. Également, cela favoriserait l'homogénéisation et la déshomogénéisation simultanée de la population en différentes catégories d'individus, présentant différents risques de groupe quant à la protection de leur propriété et par conséquent des primes d'assurance de protection différentes. Toute redistribution systématique et prévisible des revenus et de la richesse entre différents groupes de la population, telle qu'elle existait dans des conditions monopolistiques, serait immédiatement éliminée. Et cela contribuerait bien sûr à la paix. Plus important encore, la nature de la protection et de la défense aurait été fondamentalement modifiée. Sous des conditions monopolistiques, il n'y a qu'un seul protecteur. Qu'il soit monarchique ou démocratique ne fait aucune différence à cet égard. Un État est toujours invariablement conçu pour défendre et protéger un territoire fixe et contigu. Pourtant, cette caractéristique est le résultat d'un monopole de protection imposé. Avec l'abolition du monopole, cette caractéristique disparaîtrait immédiatement car fortement contre-naturelle, voire artificielle. On aurait pu avoir quelques protecteurs locaux défendant juste un même territoire contigu, mais il y aurait aussi eu d'autres protecteurs tels que le roi ou des agences d'assurance, dont le territoire de protection aurait consisté en une mosaïque éparpillée de fragments étendus discontigus. Et les frontières de toute administration seraient en constante évolution. Spécialement dans les villes, il ne serait pas plus inhabituel que deux voisins aient des agences de protection différentes que d'avoir des assureurs incendies différents. Cette structure en mosaïque de la protection et de la défense améliore la protection. Une défense monopolistique et uniforme présuppose que les intérêts de sécurité de l'ensemble de la population vivant sur un territoire donné sont en quelque sorte homogènes. Autrement dit que toutes les personnes d'un territoire donné ont les mêmes types d'intérêts en matière de défense. Mais ceci est une hypothèse hautement irréaliste et à vrai dire fausse.
En réalité, les besoins des gens en sécurité sont fort hétérogènes. Certains peuvent juste être propriétaires en un seul endroit ou en de nombreux endroits très dispersés sur le territoire, où ils peuvent être largement autosuffisants ou ne dépendre que de très peu de gens via leurs affaires économiques. Ou d'autre part, ils peuvent être profondément intégrés au marché et dépendre économiquement de milliers et de milliers de personnes dispersées sur de vastes territoires. La structure en mosaïque de l'industrie de la sécurité ne ferait que refléter cette réalité de besoins de sécurité hautement diversifiés existants pour diverses personnes. De même, cette structure stimulerait à son tour le développement d'un armement de protection en rapport. Plutôt que de produire et développer des armes et des instruments de bombardement à grande échelle, des instruments seraient développés pour protéger des territoires à petite échelle sans dommages collatéraux. En outre, parce que dans un système concurrentiel, toute redistribution interrégionale des revenus et de richesses serait éliminée, la structure en mosaïque offrirait aussi la meilleure garantie de paix interterritoriale. La probabilité et l'étendue des conflits interterritoriaux seraient réduites s'il y avait des mosaïques. Et parce que chaque envahisseur étranger, pour ainsi dire, se heurterait presque instantanément, même en n'envahissant qu'une petite parcelle de terre, à l'opposition et aux contre-attaques militaires et économiques menées par plusieurs agences de protection indépendantes, le risque d'invasion étrangère serait également réduit. Indirectement, il est déjà clair, du moins en partie, comment et pourquoi il est devenu tellement plus difficile de parvenir à cette solution au cours des 150 dernières années. Permettez-moi de souligner certains des changements fondamentaux survenus rendant tous ces problèmes bien pires. D'abord, il n'est plus possible de mener les réformes de haut en bas. Les libéraux classiques, au genre monarchique ancien, pouvaient, et ont en effet souvent pensé et pouvaient vraiment croire avec réalisme simplement convertir le roi à leur vue et lui demander d'abdiquer son pouvoir, puis que tout le reste serait presque automatiquement mis en place. De nos jours, le monopole de protection de l'État est considéré comme une propriété publique et non plus privée. Et l'autorité gouvernementale n'est plus liée à un individu en particulier, mais à des fonctions définies, exercées par des individus inconnus ou anonymes, comme membres d'un État démocratique. Ainsi, la stratégie de conversion d'un ou plusieurs hommes ne fonctionne plus. Peu importe de convertir quelques hauts fonctionnaires ou élus, le président et une poignée de sénateurs, car selon les règles d'un régime démocratique, aucun individu n'a le pouvoir personnel d'appliquer le monopole de protection de l'État. Les rois avaient ce pouvoir, pas les présidents. Un président ne peut que démissionner de son poste, uniquement pour qu'il soit pris par quelqu'un d'autre. Mais il ne peut pas dissoudre le monopole de protection de l'État, car ce sont soi-disant les citoyens qui possèdent l'État, et non le président lui-même. Ainsi, en régime démocratique, l'abolition du monopole de justice et de protection de l'État nécessite soit qu'une majorité du public et de ses représentants élus déclarent aboli le monopole de protection de l'État et en conséquence toutes les taxes imposées, ou de façon encore plus restrictive que littéralement personne ne vote et que le taux de participation au vote soit de 0. Dans ce cas, seul le monopole de protection démocratique pourrait-il être effectivement déclaré aboli. Mais cela reviendrait à dire qu'il est impossible de se débarrasser soi-même d'une perversion morale et économique. Parce que de nos jours, il est acquis que tout le monde, y compris la masse, participe à la vie politique et qu'il est inconcevable que la masse en majorité ou même en intégralité s'abstienne ou renonce à exercer son droit de vote, qui n'est rien d'autre que profiter de l'occasion de piller la propriété d'autrui. En outre, même si l'on présume que cela fut réalisé contre toute attente, les problèmes ne s'arrêtent pas là, parce qu'une autre vérité sociologique fondamentale, à l'ère de la démocratie de masse égalitaire moderne, tient à la destruction presque totale des élites naturelles. Le roi pourrait abdiquer son monopole, et néanmoins les besoins de sécurité du public auraient été presque automatiquement pris en charge, car il existait avant le roi lui-même, ainsi que les nobles locaux et régionaux et les personnalités entrepreneuriales majeures, une élite naturelle clairement visible et établie, spontanément reconnue, et une structure hiérarchisée à plusieurs niveaux, ainsi que des ordres hiérarchiques vers lesquels les gens pouvaient se tourner en cas de désir d'être protégés. La disparition des élites naturelles. À ce jour, après moins d'un siècle de démocratie de masse, il n'existe plus d'élite naturelle ni de hiérarchie sociale vers lesquelles le pouvoir immédiatement recourir pour protection. Les élites naturelles et les ordres sociaux et organisations hiérarchiques, c'est-à-dire des personnes et institutions inspirant une autorité et un respect indépendant de l'État, sont encore plus intolérables et inacceptables pour un démocrate et encore plus incompatibles avec l'esprit démocratique d'égalitarisme qu'ils furent une menace pour un roi ou prince quelconque. Et pour cette raison, suivant les règles du jeu démocratique, toutes les autorités et institutions indépendantes ont été systématiquement éliminées ou réduites à l'insignifiance via des mesures économiques. De nos jours, aucune personne ni institution hors de l'administration elle-même ne possède de véritable autorité nationale ni même régionale.
Plutôt que des personnes d'autorité indépendante, nous avons désormais juste une abondance de personnes en vue. Stars du sport et du cinéma, stars de la pop musique et bien sûr des politiciens. Mais ces personnes, bien qu'elles soient capables de créer des tendances et de façonner les modes, ne possèdent d'aucune manière une autorité sociale personnelle naturelle. Cela est vrai en particulier des politiciens. Ils peuvent être de grandes stars aujourd'hui, ils passent chaque jour à la télévision et font l'objet de débats publics, mais cela est presque entièrement du fait qu'ils font partie de l'appareil d'État actuel et de ses pouvoirs monopolistiques. Une fois ce monopole dissous, ces stars de la politique deviendraient ensuite des inconnus abstraits, car dans la vie réelle, elles ne sont pratiquement que des moins que rien, des valets, des demi-esprits. Et seule la démocratie leur permet d'atteindre ces positions élevées. Livrées à eux-mêmes, laissées à leurs réalisations personnelles, elles sont, presque sans exception, totalement insignifiantes. Plus clairement, une fois que le gouvernement démocratique aura déclaré que quiconque désormais sera libre de choisir son propre juge et protecteur, de telle sorte qu'il ne sera plus obligatoire de choisir l'administration pour sa protection, qui saint d'esprit viendrait les choisir? C'est-à-dire qui choisirait les membres actuels du gouvernement et de l'administration comme juges et protecteurs? Poser cette question, c'est y répondre. Les rois et les princes possédaient une autorité réelle. Il y avait certes coercition, sans aucun doute, mais ils bénéficiaient d'un soutien spontané significatif. À l'inverse, les politiciens démocrates sont généralement méprisés, même par la masse de leur propre électorat. Mais certes, il n'y a personne d'autre vers qui se tourner pour protection. Les politiciens locaux et régionaux posent pour l'essentiel le même genre de problème, et avec l'abolition de leur monopole du pouvoir, ils n'offrent évidemment pas plus une alternative attrayante à ce problème. Pas plus qu'il existe de grandes personnalités entrepreneuriales en coulisses. Et les compagnies d'assurance en particulier, devenues presque entièrement des créatures de l'État démocratique égalitaire, apparaissent ainsi aussi peu dignes de confiance que quiconque pour s'acquitter de cette tâche particulièrement importante de la protection de la justice. Ainsi, si on faisait aujourd'hui ce que le roi aurait pu faire il y a 100 ans, il y aurait un danger immédiat d'avoir un réel chaos social ou une anarchie au mauvais sens du terme. Les gens deviendraient en effet du moins temporairement très vulnérables et sans défense. Ainsi la question devient, n'y a-t-il aucune issue? Laissez-moi résumer d'avance la réponse. Si. Mais plutôt que via une réforme descendante, la stratégie doit désormais être celle d'une révolution ascendante. Et au lieu d'une bataille sur un seul front, une révolution libérale libertarienne devra désormais passer par de nombreuses batailles sur de nombreux fronts. C'est-à-dire que nous voulons une guerre de guérilla plutôt qu'une guerre conventionnelle. Le rôle des intellectuels. Avant d'expliquer cette réponse comme un pas supplémentaire vers cet objectif, il faut reconnaître un deuxième fait sociologique. Le changement du rôle des intellectuels de l'éducation et de l'idéologie. Dès que l'agence de protection devient un monopole territorial, c'est-à-dire un État, elle passe d'un véritable protecteur à un racket de protection. Et à la lumière de la résistance de la part des victimes de ce racket de protection, un État a un besoin de légitimité, de justification intellectuelle de ce qu'il fait. Plus l'État passe d'un protecteur à un racket de protection, c'est-à-dire à chaque ajout supplémentaire de taxes et de réglementations, plus ce besoin de légitimité devient important. Afin de garantir une pensée étatique correcte, un monopole de protection emploiera sa position privilégiée de racket de protection pour établir rapidement un monopole de l'éducation. Même au XIXe siècle, sous des conditions monarchiques décidément non démocratiques, l'éducation, du moins au niveau de l'enseignement primaire et universitaire, était déjà en grande partie organisée en monopole et son financement imposé. Et ce fut en grande partie des rangs des enseignants et professeurs de l'administration royale, c'est-à-dire ces personnes ayant été employées comme garde du corps intellectuel des rois et des princes, que le régime monarchique et les privilèges des rois et nobles fut idéologiquement sapé et qu'eut lieu au contraire la promotion des idées égalitaires sous forme de démocratie et socialisme. C'était pour une bonne raison du point de vue des intellectuels. Parce que la démocratie et le socialisme multiplient en fait le nombre d'éducateurs et d'intellectuels, et que cette expansion du système d'administration de l'éducation publique entraînait à son tour un flot toujours plus important de déchets et de pollution intellectuelle. Le prix de l'éducation, comme le prix de la protection et de la justice, augmenta considérablement sous l'administration monopolistique, en même temps que la qualité de l'éducation, tout comme la qualité de la justice ne cessa de se dégrader. Aujourd'hui, nous sommes tout autant sans protection que sans éducation. Toutefois, sans l'existence maintenue du système démocratique et du financement public de l'éducation et la recherche, bien des professeurs et intellectuels actuels seraient au chômage, ou leurs revenus chuteraient à une fraction réduite de leur niveau actuel. Au lieu d'étudier la syntaxe des ebonics, note du traducteur, dialecte de l'anglais pratiqué par les Noirs américains, la vie amoureuse des moustiques ou la relation entre pauvreté et criminalité pour 100 000 $ par an, ils étudieraient la science de la culture de la pomme de terre ou la technologie des pompes à essence pour 20 000 $.
Le système éducatif monopolisé constitue désormais autant un problème que le système de protection et de justice monopolisé. En fait, l'éducation, la recherche et le développement étatique constituent l'instrument central par lequel l'État se protège de la résistance publique. Aujourd'hui, du point de vue de l'administration, les intellectuels sont tout aussi importants, voire plus, pour la préservation du statu quo que le sont les juges, les policiers et les soldats. Et tout comme on ne peut pas convertir le système démocratique via une politique descendante, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que cette conversion vienne de l'intérieur du système établi d'enseignement public et d'université publique. Ce système ne peut être réformé. Il est impossible pour les libéraux libertariens de l'infiltrer et de prendre le contrôle du système d'éducation publique, comme le purent les démocrates et socialistes lorsqu'ils remplacèrent les monarchistes. Du point de vue du libéralisme classique, tout le système d'éducation financé publiquement ou par l'impôt doit être supprimé de la tête aux pieds. Et avec cette conviction, il est évidemment impossible pour quiconque d'y faire carrière dans ces conditions. Je ne pourrai jamais devenir président d'université. Mes opinions font obstacle à une telle carrière. Cependant, cela ne veut pas dire que l'éducation et les intellectuels ne jouent aucun rôle dans l'avènement d'une révolution libertarienne. Au contraire, comme déjà expliqué, tout repose en définitive sur la question de savoir si nous réussirons à délégitimer et à mettre en lumière comme perversité économique et morale la démocratie et le monopole démocratique de la justice et de la protection. Cela n'est évidemment rien d'autre qu'une bataille idéologique. Mais ce serait s'égarer de supposer que le corps universitaire officiel sera d'une aide quelconque dans cette entreprise. À la solde de l'État, éducateurs et intellectuels auront tendance à être des étatistes. L'armement intellectuel et la direction de coordination idéologique ne peuvent venir que de l'extérieur des enseignants établis, de centres de résistance intellectuelle, d'une contre-culture intellectuelle externe et indépendante, et en opposition fondamentale au monopole public de protection et d'éducation, par exemple le Mises Institute. Une révolution ascendante. Enfin, nous arrivons à l'explication détaillée de la signification de cette stratégie révolutionnaire ascendante. À cet égard, permettez-moi de revenir à mes précédentes remarques sur l'utilisation défensive de la démocratie, c'est-à-dire l'utilisation des moyens démocratiques à des fins non démocratiques, libertariennes, en faveur de la propriété privée. Voici deux idées préliminaires que j'ai déjà abordées ici. En premier, de l'impossibilité d'une stratégie descendante, il s'ensuit qu'on devrait consacrer peu ou pas d'énergie, de temps et d'argent à des courses politiques à l'échelle nationale, telles que les élections présidentielles. Pas plus qu'à des courses pour un gouvernement central en particulier, et moins d'efforts sur les élections sénatoriales que pour la Chambre des représentants par exemple. Ensuite, de la compréhension du rôle des intellectuels dans la préservation du système actuel et du racket de protection actuel, il s'ensuit que l'on devrait également dépenser peu ou pas d'énergie, de temps ou d'argent à essayer de réformer l'éducation et le monde universitaire de l'intérieur. En dotant par exemple des chaires de libre entreprise ou de propriété privée au sein du système universitaire en place, on ne peut que légitimer l'idée même à laquelle on souhaite s'opposer. Les institutions officielles d'éducation et de recherche doivent être systématiquement définancées et asséchées. Et pour ce faire, tout le soutien au travail intellectuel, tâche essentielle de cette tâche globale face à nous, devrait bien sûr être accordé aux institutions et semble déterminé à faire précisément ceci. Les justifications de ces deux conseils sont évidentes. Ni la population dans son ensemble, ni chaque éducateur et intellectuel en particulier ne sont idéologiquement complètement homogènes. Et même s'il est impossible de remporter la majorité avec un programme résolument antidémocratique à l'échelle nationale, il ne semble y avoir aucune difficulté insurmontable à obtenir une telle majorité dans des cantons. Note du traducteur. Politiquement et géographiquement, le district aux États-Unis correspond à peu près à nos cantons en France. Donc des cantons suffisamment petits et pour des fonctions locales ou régionales au sein de la structure d'un gouvernement démocratique global. En fait, il ne semble en rien irréaliste de supposer que de telles majorités existent en de milliers d'endroits, c'est-à-dire des endroits dispersés dans tout le pays, mais pas uniformément. Également, même si la classe intellectuelle doit être considérée dans l'ensemble comme ennemie naturelle de la justice et de la protection, il existe en divers endroits des intellectuels anti-intellectuels isolés, et comme le prouve le Mises Institute, il est tout à fait possible d'assembler ces figures isolées au sein d'un centre intellectuel, de leur donner unité et force et une audience nationale voire internationale. Et donc, et alors? Tout le reste découle presque automatiquement du but ultime, qu'il faut garder à l'esprit en permanence, dans toutes les activités. La restauration ascendante de la propriété privée et du droit de protection de la propriété, le droit à l'autodéfense, d'exclure ou inclure, et la liberté de passer contrat. Et la réponse peut être divisée en deux parties. D'abord, voyons que faire dans ces districts très réduits, où un candidat favorable à la propriété privée doublé d'une personnalité anti-majoritaire peut gagner. Et ensuite, comment appréhender les hautes sphères de l'administration et en particulier du gouvernement fédéral central.
En premier, comme étape initiale, je vais à présent traiter de ce qui devrait être fait au niveau local. La première pierre centrale du programme devrait être d'essayer de restreindre le droit de vote pour les impôts locaux, en particulier sur les taxes et réglementations sur la propriété aux seuls propriétaires et propriétaires immobiliers. Seuls les propriétaires devraient être autorisés à voter, et leur vote ne peut être égal, mais en accord avec la valeur des parts possédées et du montant des taxes payées. C'est-à-dire similaire à ce que Liu Rockwell a déjà expliqué qui s'est produit en certains endroits de Californie. En outre, tous les employés du secteur public, enseignants, juges, policiers et tous les bénéficiaires d'aide sociale doivent être exclus du vote sur les taxes et les réglementations locales. Ces personnes sont payées via l'impôt et ne devraient pas avoir mot à dire quant au montant de ces taxes. Avec un tel programme, on ne peut bien sûr pas gagner partout. On ne peut pas gagner à Washington avec un programme de ce type, mais j'ose dire que cela peut être facilement fait en de nombreux endroits. Les endroits doivent être suffisamment petits et doivent avoir une bonne part de personnes décentes. En conséquence, les taxes et les taux locaux, ainsi que les recettes fiscales locales diminueront inévitablement. La valeur des propriétés et la plupart des revenus locaux augmenteront, alors que le nombre et la rémunération des agents publics diminuera. Maintenant, et c'est l'étape la plus décisive, il faut faire ce qui suit et garder toujours à l'esprit que je parle de très petits districts territoriaux de villages. En cette crise de financement de l'État qui éclate une fois le droit de vote à retirer à la foule, comme issue à cette crise, tous les actifs des administrations locales doivent être privatisés. Un inventaire de tous les bâtiments publics, et au niveau local, il n'y en a pas tant, écoles, pompiers, commissariats de police, palais de justice, routes, puis les parts de propriété ou actions devraient être distribuées aux propriétaires privés locaux selon le montant total des taxes foncières, que ces personnes ont payé durant leur vie. Après tout, c'est à eux, ils ont payé pour ces choses. Ces actions devraient être librement échangeables, vendues et achetées, mais seraient pour l'essentiel détruites avec ce gouvernement local. Sans l'existence prolongée de niveaux supérieurs de gouvernement, ce village ou cette ville serait maintenant un territoire libre ou libéré. Qu'adviendrait-il par conséquent de l'éducation et plus important encore, qu'adviendrait-il de la protection de la propriété et la justice? Au petit niveau local, on peut être aussi certain, voire plus qu'on ne l'aurait été il y a 100 ans, de ce qui se serait passé si le roi avait abdiqué. Ce qui se serait passé est à peu près ceci. Toutes les ressources matérielles auparavant consacrées à ces fonctions, écoles, commissariats de police, palais de justice, existent toujours. Et de même la main-d'œuvre. La seule différence est qu'elles appartiennent désormais au privé, ou temporairement au chômage, dans le cas des employés du public. Dans l'hypothèse réaliste qu'il existera encore une demande locale en matière d'éducation, de protection et de justice, les écoles, les commissariats et les palais de justice seront encore utilisés aux mêmes fins. Et de nombreux anciens enseignants, policiers et juges seraient réengagés ou reprendraient leur ancien poste en tant qu'indépendants. Sauf qu'ils seraient embauchés ou employés par des barons ou des élites propriétaires de ces biens, tous des figures personnellement reconnues, soit en tant qu'entreprise à but lucratif, soit en tant qu'organisation à la fois caritative et économique, ce qui semble le plus probable. Les barons locaux financent souvent des biens publics de leur propre poche, et ils ont évidemment le plus grand intérêt à la préservation de la justice et de la paix sociale. Et tout cela est assez facile à voir concernant le travail des écoles et policiers. Mais quid des juges et de la justice? Rappelez-vous que la racine de tout mal est la monopolisation imposée de la justice, c'est-à-dire qu'une seule personne dit ce qui est juste. Par conséquent, les juges doivent être financés librement et le libre accès à un poste de juge doit être garanti. Les juges ne sont pas élus par vote, mais choisis en fonction de la demande effective des demandeurs de justice. Ne pas oublier non plus qu'au petit niveau local considéré, on parle en fait d'une demande que pour un ou très peu de juges. Que ceux ou ces juges soient ensuite employés par l'association des palais de justice privés ou par une société par action, ou qu'ils soient travailleurs indépendants louant ses locaux au bureau, il doit être clair que seule une poignée de résidents et seulement des personnalités locales largement connues et respectées, c'est-à-dire des membres de l'élite locale naturelle, auraient alors la moindre chance d'être choisis comme juges de la paix locale. Ce n'est qu'en tant que membres de l'élite naturelle que leur décision aura quelconque autorité et deviendra exécutoire. Et s'ils arrivent à des jugements considérés comme ridicules, ils seront immédiatement remplacés par d'autres autorités locales plus respectables. Si on procède de la sorte au niveau local, on ne peut évidemment pas éviter un conflit direct avec le pouvoir supérieur, et en particulier avec le niveau fédéral de pouvoir. Comment aborder ce problème? Les fédéraux ne vont-ils pas simplement écraser une telle tentative? Ils aimeraient certainement le faire, mais qu'ils le fassent ou non est une question totalement différente, et pour le reconnaître, il suffit de reconnaître que les membres de l'appareil étatique représentent toujours, même dans des conditions de démocratie, à peine une proportion minime de la population totale.
et plus réduite encore est la proportion d'employés de l'administration centrale. Cela implique qu'un gouvernement central ne peut imposer sa volonté législative ou le droit perverti à l'ensemble de la population sans bénéficier d'un soutien et d'une coopération large au niveau local pour le faire. Cela devient particulièrement évident quand on imagine un grand nombre de villes ou villages libres, tels que décrits précédemment. Il est pratiquement impossible, tant du point de vue de la main-d'œuvre que des relations publiques, de s'emparer de milliers de localités très dispersées sur le plan territorial et de leur imposer directement un régime fédéral. Sans contrainte locale par des autorités locales obéissantes, la volonté du pouvoir central n'est rien de plus que du vent. Pourtant, c'est précisément ce soutien et cette coopération locale qui doivent venir à manquer. Certes, tant que le nombre de communautés libérées reste faible, la situation semble quelque peu dangereuse. Cependant, même pendant cette phase initiale de la lutte pour la libération, on peut être assez confiant. Au cours de cette phase, il semble prudent d'éviter la confrontation directe avec le pouvoir central et de ne pas dénoncer ouvertement son autorité, voire d'abjurer le régime. Il semble plutôt souhaitable de mener une politique de résistance passive et de non-coopération. On cesse simplement d'aider à l'application de chaque loi fédérale. On adopte l'attitude suivante. Telles sont vos règles, et vous les faites appliquer. Je ne peux pas y faire obstacle, mais je n'y aiderai pas non plus, car ma seule obligation est envers mes électeurs locaux. Appliqué avec constance, sans coopération ni assistance, à quelque niveau, le pouvoir du gouvernement central serait fortement réduit, voire se dissiperait. Et à la lumière de l'opinion publique générale, il semblerait fort improbable que le pouvoir fédéral oserait occuper un territoire dont les habitants ne font rien d'autre que de s'occuper de leurs affaires. Waco, un groupe de monstres minuscules, est une chose. Mais occuper ou éliminer un vaste groupe de citoyens normaux, accomplis et honnêtes est une tâche bien différente et bien plus difficile. Une fois que le nombre de territoires ayant ainsi implicitement fait sécession aura atteint une masse critique et que chaque succès dans un petit endroit encouragera et alimentera le suivant, il deviendra inévitablement plus radicalisé en un mouvement national de municipalisation, avec des politiques locales explicitement sécessionnistes. Non-respect de l'autorité fédérale au mépris ouvertement affiché. Et c'est dans cette situation que le pouvoir central sera contraint de renoncer à son monopole de protection et que les relations entre les autorités locales qui ressurgissent et les autorités centrales sur le point de perdre leur pouvoir peuvent être mises à un niveau purement contractuel et où on pourrait retrouver à nouveau le pouvoir de défendre ses propres biens. Fin.